Alors, nous avons donc invité Marc Laurendeau. Nous savons que ça l'intéresse. Marc Laurendeau qui fait la revue de presse depuis si longtemps, qu'il a tout lu, tout entendu et qu'il sait tout. Nous avons donc demandé à Marc Laurendeau de lire pour nous ce livre. Le titre est très puissant. Le livre s'appelle Québec Bashing, du lac Meech à la délirante Jane Wong. C'est un livre écrit par Patrick Bourgeois. Patrick Bourgeois est rédacteur en chef et cofondateur du journal indépendant Le Québécois. C'est aussi un blogueur très actif, le site Le Québécois, lequébécois.org. Et avant d'accueillir Patrick Bourgeois, qui se trouve dans les studios de Radio-Canada à Matane, je vais d'abord accueillir Marc Laurendeau, qui est devant moi. Bonjour, Marc Laurendeau. Alors, Marc, on vous a demandé de lire ce livre. Il faut dire que Patrick Bourgeois est un militant indépendantiste, ce qu'on appelle un pur et dur, cofondateur et rédacteur en chef de ce journal alternatif, Le Québécois. Et le livre, tout de suite, nous, quand on l'a reçu, on a été frappés par le titre est extrêmement efficace. C'est un bon titre, Québec Bashing, et on vous a demandé de lire le livre pour nous. Ce que vous avez accepté de faire. Alors peut-être avant qu'on entame la conversation avec Patrick Bourgeois, votre échange avec Patrick Bourgeois, pouvez-vous nous présenter un peu de quoi il s'agit? Les faits. Le livre évoque certains épisodes dans le journalisme québécois et canadien où l'on attaque le Québec souvent injustement. Les cas, évidemment, de Dianne Francis, qui, je me rappelle, disait que dans aucun autre pays, on ne tolérerait que quelqu'un prône la séparation, la manière dont M. Le Parizeau le fait sans qu'il soit envoyé au peloton d'exécution. Barbara Kay, celle qui disait que Québékistan, que le Québec penchait dangereusement du côté des Palestiniens. Howard Galganoff, qui était le représentant des Anglophones, en fait, qui soulevait d'une façon vraiment acrimonieuse le ressentiment des anglophones au Québec, Howard Galganoff, et William Johnson, l'ancien président d'Alliance Québec, qui dirigeait les Anglophones à l'époque et qui avait introduit à Alliance Québec une note beaucoup plus stridente. On est loin de la période de Maldoff, Eric Maldoff, où c'était des juristes qui voulaient négocier avec l'État québécois. C'était des durs de durs qui voulaient confronter et qui voulaient manifester leur mécontentement de manière très désagréable vis-à-vis du Québec et en calomniant. En quatrième de couverture, il y a cette citation de Mordecai Richler qui est... Oui, l'affaire des truies, là. Oui, c'est-à-dire les familles canadiennes françaises, une douzaine d'enfants n'étaient pas rares. Ce taux de reproduction exténuant me semblait basé sur l'idée que les femmes étaient des truies. Oui, évidemment, on essaie de nous faire passer ça pour de l'humour, là. C'est le New Yorker 1991 et la grandeur de l'écrivain justifierait l'espèce de phrase méprisante, là. Alors, ce sont des faits qu'il collige. Je ne conteste aucun de ces faits-là. Ça présente, au fond, un dossier sur la manière dont certains journalistes, certains écrivains calomnient le Québec, littéralement, là, depuis des décennies. Et il fait la synthèse de tout ça à partir de la conquête, d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, là s'arrête l'exposé des faits. J'ai un jugement, toutefois, sur le livre que je réserve après que vous ayez parlé à Monsieur Bourgeois. Je pense qu'il est là. Patrick Bourgeois, est-ce que vous êtes là à Matane? Oui, je suis là. Bon, Patrick Bourgeois, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous connaissez Marc Laurendeau? Oui. Oui, est-ce que vous êtes déjà rencontrés ou vous le connaissez de réputation ou vous êtes déjà rencontrés tous les deux, Marc? Je le connais pour avoir lu Les Québécois violents. Les Québécois, son livre. Voilà. Alors, comme vous avez entendu et comme vous le savez, Patrick Bourgeois, Marc Laurendeau a lu votre livre. Alors, voilà, Patrick, alors, ce que vous disiez, que vous vouliez dire devant Patrick Bourgeois. Alors, tout ça est vrai. C'est-à-dire, je ne conteste aucun des faits dans ce livre et il est intéressant de les rappeler et de les rapprocher. Toutefois, le danger que je vois dans ce livre, c'est de présenter du Canada anglais un portrait manichéen. C'est-à-dire, il y a les méchants puis il y a les bons. Il y a chez nous aussi des exagérations et le Canada anglais n'est pas monolithique. Il y a au Canada anglais une opinion plus tolérante malgré tout qui existe et il y a d'autres conflits au Canada anglais. Est-Ouest, il faut pas oublier, là, il n'y a pas uniquement les colonisés contre les colonisateurs qui seraient les Anglais. Il y a le conflit Est-Ouest,
l'ouest du pays ne cesse de revendiquer contre l'Ontario, contre le Québec aussi, rappelez-vous cette fameuse phrase à une époque dans l'ouest, « Let these eastern bastards freeze in the dark ». Alors, il y a aussi du ressentiment à l'égard de l'est du pays, de la part de l'ouest, plein de conflits. Bref, le Canada n'est pas monolithique comme Patrick Bourgeois nous le présente. Oui, ben ça, je suis d'accord avec M. Laurendeau, sauf que, bon, moi, le travail que j'ai fait, c'est que j'ai retenu strictement le Québec bashing qui se retrouve dans les médias, OK? Bon, les médias canadiens anglais. À partir du moment où il est toléré dans le Globe and Mail, dans le Toronto Star ou dans n'importe quel autre grand quotidien canadien anglais, de publier, de diffuser des idées à l'effet que parce que le Québec français est nationaliste, il est animé par une bande de fascistes, de racistes, de nazis. Lorsqu'on se permet de publier ça dans une presse et qu'il n'y a pas davantage de critiques et de dénonciations qui émanent de la population pour dire à un moment donné arrêtez de faire dans le préjugé et de salir ainsi une minorité nationale, moi à partir de ce moment-là, je considère qu'il y a un phénomène qui est suffisamment important pour que on l'étudie à fond et puis qu'on s'y investisse pleinement. Bien sûr, comme le dit M. Laurendeau, puis j'ai tenté quand même dans le livre à quelques occasions de dire, bon, on peut pas non plus penser que tous les Canadiens anglais sont aussi racistes envers le Québec que peuvent l'être certains chroniqueurs. Monsieur Laurendeau en a cité quelques-uns là en introduction. Puis d'ailleurs, il y a un certain passage dans le livre, je fais état de certaines personnes qui ont dénoncé ce phénomène-là. Et bon, il n'y a pas juste des anglophones, là. Oui, c'est ça. Donc, il y a des anglophones aussi qui l'ont dénoncé. Mais M. Laurendeau conviendra très certainement avec moi que historiquement, puis contrairement à ce qu'il disait, par exemple, moi, j'ai pas fait de la conquête à aujourd'hui, là, parce que ça aurait pris une vie pour faire ça. Je me suis limité, moi, au début du lac Meech à aujourd'hui. Ouais, au début de votre livre, il y a des choses, là. Hein, oui, c'est ça, parce qu'en introduction, je voulais quand même bien souligner le fait que c'est pas un phénomène marginal que le Québec bashing. Mais même Mordecai Richler, Colborne qui brûle des villages, là. Hein, c'est-à-dire vous y allez assez raide là dans le. C'est un fait historique. Hein, au Québec, je lisais une sortie dernièrement du professeur Gilles Laporte, un professeur collégial, qui dit bon, il n'y a plus personne, il y a plus d'étudiants qui étudient l'histoire au Québec. Nous, aux éditions du Québécois, on tente un peu de remettre les pendules à l'heure et de faire aussi dans l'histoire. Donc, avec l'introduction de ce livre-là, je trouvais important de bien ancrer le fait que c'est un phénomène historique, le Québec bashing. Lors de la guerre de la conquête, dans des journaux en Nouvelle-Angleterre, on parlait de venir en Nouvelle-France pour briser les crânes des enfants de ces bâtards du Nord. C'était écrit noir sur blanc. Donc, ça ne date pas d'hier. Mais même si ça ne date pas d'hier et même si c'est un phénomène important, les dénonciations sont très rares. Mordecai Richler, c'est demeuré malgré toute sa haine qu'il a déversée sur le Québec, un grand auteur canadien-anglais. Puis surtout, ce que je voulais faire aussi en dénonçant ces gens-là, c'est ils voient très régulièrement la paille que nous avons dans notre œil, mais ils ne voient pas la poutre qu'ils ont dans le leur. Hein, on parle souvent de Lionel Groulx. Encore aujourd'hui, on parle encore de renommer la station de métro en son honneur. On dit, voyez, le Québec était raciste, était intolérant. Lionel Groulx en est un bon exemple. C'est le seul exemple qu'ils ont à la bouche, alors que nous, et avec ce livre-là, c'est ce que j'ai voulu démontrer, c'est que eux, c'est au quotidien cette intolérance envers le Québec français, faut le souligner parce que c'est vraiment envers les francophones du Québec que le Québec bashing est dirigé. Alors, mais c'est un peu comme si vous présentiez le Québec à travers le regard si les anglophones présentaient tout le Québec à travers les yeux de Raymond Villeneuve, qui est un extrémiste, et qui était très présent là après le référendum de 95. C'est qu'il y a d'autres voix au Canada anglais et ça reste malgré tout pas le phénomène principal. Le plus important, c'est ce qui se passe à travers les institutions. Le fait que le Parti libéral du Canada soit incapable d'accepter le mot nation, par exemple, que cela amène, c'est certainement ce phénomène-là, là, en très grande partie, qui a amené qu'on donne pas le leadership à Michael Ignatieff. Le parti est divisé là-dessus. On n'ose pas faire les concessions nécessaires pour que le Québec ait une société distincte. Ce qui est important, par exemple, c'est le fait que le premier ministre de Terre-Neuve, Clyde Wells, ait bloqué l'accord, ait même refusé de le faire signer par sa province et ait été récompensé de tout ça. Il est juge en chef de sa province, entre parenthèses. Cette espèce de retour d'ascenseur, là, je trouve beaucoup plus scandaleux la manière dont
Trudeau est intervenu avec toute son équipe pour bloquer l'accord du lac Mead. Et ça, à mon avis, M. Bourgeois, est beaucoup plus important que ce qu'il y a dans votre livre, qui reste pour moi un épiphénomène. Ça existe. Mais je suis d'accord, mais M. Laurendeau, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais moi, le Québec bashing, c'est la suite de mon autre essai, qui est Le Canada, un État colonial. Puis ce dont vous parlez présentement, c'est ce que je faisais dans l'autre essai, donc je voulais pas non plus me répéter. Et là, quand vous me dites, c'est comme le travail que j'ai fait, c'est comme si un Canadien anglais avait analysé ce qui se passe au Québec par le truchement de Raymond Villeneuve. Je m'excuse, mais Raymond Villeneuve a jamais été engagé comme chroniqueur au Devoir. Raymond Villeneuve a jamais été engagé comme chroniqueur à la presse. Raymond Villeneuve n'a jamais été engagé comme chroniqueur à Radio-Canada. Je vous concède il avait moins de support que n'en avaient les chroniqueurs, mais je pense qu'il y a une justice immanente, en ce sens que Galganoff a perdu toute crédibilité. Il a dû s'enfuir en Ontario. William Johnson, qui a été président d'Alliance Québec, à partir du moment où il a poussé l'extrémisme jusqu'à aller au défilé de la Saint-Jean-Baptiste et à se faire entarter, et se couvrant de ridicule, les anglophones l'ont laissé tomber, y compris ceux des cantons de l'Est. L'approche radicale de William Johnson s'est abandonnée au Québec. Et même dans les lecteurs de la Gazette, il y en a qui étaient réticents à ses chroniques. Et il a quitté la Gazette. Ses papiers se font beaucoup plus rares. Barbara Kay, les gens sont capables de faire la différence. Quand une connerie est écrite, même les Canadiens anglais sont capables de s'en apercevoir. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a des gens qui n'admettent pas ce qui s'écrit, mais vous me dites, William Johnson, mais lorsqu'il y en a un qui est brûlé, on le remplace rapidement. Là, vous avez dit, on parle de Barbara Kay, on parle de Yan Wong. Ils sont toujours présents, ces gens-là. Et puis, pas avec le même prestige. Madame Wong, oui, mais ils sont toujours en poste. À un moment donné, si ces gens-là disent des choses si scandaleuses que ça pour les propriétaires de ces journaux-là, puis pour la population canadienne-anglaise, comment ça se fait qu'ils ne sont pas congédiés dès le moment où ils écrivent de pareilles inepties? C'est du racisme dont il est question. Comment ça se fait que dans la presse canadienne-anglaise, le racisme soit toléré et parce qu'il est question du Québec français, c'est un cliché de le dire, mais ne faites que remplacer le mot Québec par Israël ou Juif dans leur texte et vous allez avoir un tollé dont les mémoires ne l'oublieront jamais. Mais parce que c'est le Québec, c'est acceptable. Et puis, mais elle ne touche plus, Mme Wong, les sujets aussi délicats qu'elle touchait. Mais le Globe and Mail, même si c'est parcimonieusement, je vous le concède, c'est quand même incliné. Ça aurait pu être plus long, là, puis il a fallu que M. Harper intervienne là pour un peu la tasser. Moi aussi, j'aurais souhaité que le Globe fasse des excuses plus longues, mais il y a au Canada anglais quand même d'autres voix. Prenez le scandale des commandites, M. Bourgeois. Le Globe and Mail, quand est arrivé le témoignage de Jean Brou, a reconnu cette affaire-là comme étant une horreur et en disant c'est épouvantable, même si c'est pour maintenir l'unité canadienne, c'est inadmissible. Et quand est arrivé cet éditorial du Globe pour dire c'est fini, les commandites, on n'accepte pas ça. Ça a été le déclic, ça a été l'amorce finalement là, face au Canada anglais de l'approche chrétienne finalement, c'est-à-dire qu'ils ont désapprouvé cette façon d'acheter les électeurs. Alors il y a plus de nuances qu'on pense dans l'opinion canadienne anglaise. Elle est pas monolithique, elle est fractionnée. Il y a plusieurs courants de pensée chez les anglophones. C'est pas les Anglais puis nous. Ce que je trouve un peu manichéen encore. Oui, ben ça. Regardez, c'est sûr qu'on peut évaluer de différentes façons l'opinion canadienne-anglaise. Il y en a qui sont radicalement contre le Québec français. Il y en a qui sont un peu plus modérés dans leur opposition. Là, vous me parlez de l'opposition. Là, je pourrais, là, vu que je suis un peu réduit, je peux le dire. Donc, la répression par rapport au Québec français dans les institutions. Bon, là, vous me dites, les commandites, puis tout ça. Les commandites, même le juge Gomery, il trouve que c'était une vraie farce, cette histoire-là. Ça a été tabletté, puis qu'il s'est rien passé. Après ça, vous me parlez des institutions qui seraient si tendres à l'égard du Québec français. C'est vain, la loi sur la clarté référendaire. C'est tellement antidémocratique, cette loi-là, qu'on se permet de dire, nous allons reconnaître si le résultat d'un référendum au Québec est suffisamment clair, si la question était suffisamment claire également. Mais on nous dit jamais ça va être quoi un résultat clair, parce que c'est bien évidemment, on les comprend. Si c'est 54%, on dit, ça aurait pris 55, 57, 60 aurait été mieux, mes chers amis. Et 60%, là, ça aurait pris 65. Donc, c'est complètement antidémocratique. Vous trouvez, justement, là, sur ce point-là, vous trouvez dans le jugement de la Cour suprême de quoi encarcaner le fédéral. Ils sont obligés de négocier. Oui. Et je ne crois pas, comme vous l'écrivez dans votre livre, que c'est uniquement Ottawa qui doit décider s'il y a question claire et majorité claire. Vous écrivez ça dans votre livre. C'est plus nuancé que ça. Ce jugement est politique et ça ne peut pas être strictement Ottawa qui décide.
décide. Ça serait inadmissible. C'est plus un consensus, hein, quand on se réfère à une notion politique, là, c'est plus une espèce de consensus qui touche les deux gouvernements, la population. On peut pas, Ottawa peut pas décréter que la question est pas claire et que la majorité est pas claire non plus. On parle de rapport de force. Oui, Patrick Bourgeois, j'aimerais qu'on parle de vous un peu. Ouais. Tout à l'heure, dans la présentation, effectivement, je vous ai décrit comme un militant indépendantiste pur et dur, mais en vous écoutant, on s'en aperçoit aussi. Ça vous convient, cette appellation-là? J'espère bien. Oui. Nous, dans l'Organisation du Québécois, c'est une organisation modeste, mais on est en train de faire la job du PQ. Le PQ dort au gaz, nous, on se bat. Fait que moi, j'ai du respect pour, à partir du moment où on dit défendre une idée, on peut pas être là puis glander. Il faut travailler pour la faire progresser. Au PQ, ils ont même osé nous arriver avec un thème comme la conversation nationale. Moi, je m'excuse, j'ai jamais vu un peuple se libérer en conversant. Fait que nous, on se bat, on travaille du mieux qu'on le peut. On a mis sur pied un journal, on a mis sur pied une maison d'édition, une radio, les productions. Donc les productions, ça c'est du CD et puis c'est du documentaire. On s'en va vers là aussi. Et puis on s'inspire, nous principalement, des peuples en lutte en Europe. Je reviens tout juste du Pays Basque où j'ai été visiter les grands médias indépendantistes là-bas. Quand je suis rentré dans la salle de presse du journal indépendantiste Gara, je vais vous dire quelque chose que je suis tombé de... disons que j'étais modeste. Pourquoi vous dites ça? Ils ont un quotidien, c'est énorme. La salle de presse de Gara, c'est comme si j'étais rentré à la presse. Alors moi, je me disais, quand je repensais aux conditions de production du Québécois, puis je me disais, au Québec, on n'a vraiment pas fait nos devoirs. Puis au Pays Basque, ils se sont battus, ils ont été torturés, mais pas parce qu'ils faisaient des journaux indépendantistes, mais ils ont toujours continué parce qu'ils ont conscience et ils ont compris l'importance de diffuser ces idées. Nous, au Québec, on s'est dit à partir du moment où le PQ a pris le pouvoir, ça va être facile, on peut rentrer chacun dans nos chaumières et puis un jour, on aura à mettre une croix dans une case à côté d'un oui. Je m'excuse, ça sera pas aussi simple que ça. Patrick Bourgeois, est-ce que vous êtes membre du PQ, vous? Oui, moi j'ai fait un passage au cabinet Landry au temps de la saison des idées, puis j'étais ultra péquiste jusqu'à ce passage-là justement dans la saison des idées où j'ai vu que finalement ce qui se passait dans les coulisses au PQ c'était pas nécessairement plus dynamique que ce qu'on voyait sur le terrain. Et puis à partir de ce moment-là, nous on s'est dit nous là, quand vous dites nous, c'est qui nous? C'est l'Organisation du Québécois, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même, à mon point de vue, admirable. C'est des militants qui se sont réunis au fil des ans. C'est Pierre-Luc Bégin qui s'occupe des éditions du Québécois. C'est nos chroniqueurs au journal, Pierre Falardeau, Claude Jasmin et compagnie. C'est toute cette équipe-là qui s'est dit, à un moment donné, si on veut faire de quoi, c'est bien beau de chialer, parce que on s'entendra, puis je pense que je vous révélerai pas un grand secret là, mais dans le mouvement indépendantiste, la critique médiatique, c'est un sujet populaire. Nous, on se disait, on ne fera pas que critiquer, on va au moins agir. Puis quand on a lancé le Québécois en 2001, moi, je me disais, au moins, on va comme allumer des consciences. Et puis là, quand que les gens vont voir que, oui, ça a de l'allure ce qu'ils disent, ce gang de petits militants-là, là, moi, dans ma tête de naïf, je me disais, j'aurais tout juste envoyé mon CV, puis je vais avoir une belle job dans un journal indépendantiste. 10 ans plus tard, tout ce qu'on a eu, c'est des claques dans le dos, puis j'ai continué, petit gars, c'est pas pire, mais on n'a jamais eu vraiment d'aide. On s'est organisé par nous autres mêmes, en travaillant, puis c'est l'Organisation du Québécois vit et survit grâce à la base militante, qui est beaucoup plus dynamique que la direction du Parti québécois, qui tente de les endormir en nous disant que l'indépendance à la fin de vos jours, les calendes grecques, voilà notre calendrier référendaire. Nous, c'est pas acceptable dans notre organisation une telle finalité, un tel calendrier. Mais ils ont quand même, M. Bourgeois, battu en retraite joyeusement sur l'affaire de la conversation nationale. Ils ont eu le bon sens de le faire. Mais ils nous parlent d'un débat national. Ils n'ont rien que changé le titre. Ouais, mais ça a moins l'allure d'une placote, là. L'allure, vous l'avez dit. Il pourrait y avoir quand même un processus advenant que les conditions soient mûres. Mais je reviens à ce que vous disiez sur les médias, où votre point de vue serait jamais entendu. Je vous concède que les grands journaux, les grands médias sont possédés par des intérêts fédéralistes, encore que, soit dit entre parenthèses, ça n'est pas le cas du Journal de Montréal, qui a plutôt des sympathies souverainistes, peut-être à droite, mais souverainistes. C'est beaucoup moins vrai depuis que Byron Mulroney et puis Luc Lavoie sont à la direction de ce journal-là. Mais ça reste depuis quand même est arrivé. Ouais, mais la famille Pelado.
Mais même en 95, M. Laurendeau quand même, là, Pierre Pelado en 95 a hésité, a mis certaines de ses ressources au service du camp du oui, mais a fait en bon québécois, il a fait dans son pantalon. Aujourd'hui, on se ramasse avec Pierre-Carl Pelado. Un des premiers gestes qu'il a fait, c'est de mettre dehors Pierre Schneider. Il a mis dehors Jean-Denis Lamoureux, des cadres qui étaient au Journal de Montréal et qui étaient d'anciens Felkis. Et puis là, il nous a amené sur son conseil d'administration. On se retrouve avec Brian Mulroney. On se retrouve avec le tortionnaire et ami de Jean Charest, Luc Lavoie. On se ramasse avec Mainsberg. Toute la gang des conservateurs sont rendus là. Vous avez Joseph Facal qui écrit. Et vous avez aussi Le Devoir. Dans le Devoir est quand même un journal qui est à distance de tout ça et qui, à l'occasion, opte pour des points de vue souverainistes. Et la presse, il est vrai, est possédée par des intérêts fédéralistes, proches d'ailleurs de M. Sarkozy ces temps-ci. Mais il y a des chroniqueurs qui, à l'occasion, émettent des points de vue souverainistes. Folia, qui jouit d'un très grand prestige, chroniqueur d'humeur, certes, mais extrêmement suivi. Oui, mais Nathalie Petrovski, lors de son passage à Gilles Proulx, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, je suis, en tant que chroniqueur à la presse, je suis libre, mais libre jusqu'à un certain point, parce que je comprends quand même dans quel journal je travaille. Donc, il y a certaines erreurs que je ne me dois pas de commettre. Elle a compris pour qui elle travaillait. Ça fait que il y a quand même toute une philosophie qui s'impose ainsi. Puis bon, on parle de Power Corporation, on parle de la presse. Il faudrait savoir aussi que ces gens-là ont signé une entente secrète avec Radio-Canada en 2001. Donc, les ramifications, ça va quand même assez loin. C'est pas une entente idéologique, là. C'est une entente de collaboration. On peut pas le savoir parce que ils veulent pas nous la donner. Moi, je suis en démarche avec la loi d'accès à l'information. Puis, au début, ils m'ont fait croire qu'ils avaient perdu la dite entente. Ils m'ont chargé 350$ pour partir à la recherche d'un contrat entre une grande société d'État et puis un empire fédéraliste, celui de Paul Desmarais, quand même un peu particulier. Mais dès qu'ils me donneront une copie, M. Laurendeau, je pourrai vous en parler parce que là, présentement, c'est les avocats de Jessica qui décident ce qui arrivera avec cette entente-là. Moi, ils veulent pas m'en donner. Ce que l'on en sait, c'est constatant qu'il y avait de la convergence ailleurs, il a été décidé de s'allier avec, effectivement, de façon circonstancielle avec la presse, mais ça veut pas dire qu'il y a là alliance idéologique. D'ailleurs, la presse, à l'occasion, a collaboré, fait des émissions pour Télé-Québec. Alors, c'est pas nécessairement là, coulé dans le béton, là, ces ententes-là. Et d'ailleurs, moi, si je cite Sylvain Lafrance, là, c'est pas vraiment de la convergence. C'est une collaboration occasionnelle et à l'émission du matin, nous, on a des collaborateurs de la presse, mais on en a du devoir. On a d'autres médias, là. Mais M. Laurendeau, vous dites ce qu'on en sait. Vous le savez même pas, vous non plus. Là. Personne ne le sait. C'est une entente secrète. Parce qu'en 2001, lorsque ça a été signé, Radio-Canada n'était pas soumise à la loi d'accès à l'information. Donc, Radio-Canada avait le beau rôle. Mais là, depuis que M. Harper est arrivé et que, bon, là, il est bien conscient que le régime fédéral a été fortement attaché par les commandites, il s'est dit, moi, je vais laver plus blanc que blanc. Et il a soumis Radio-Canada à la loi d'accès à l'information. Et là, là, vous vous retrouvez avec un méchant problème parce que il y a certains militants qui veulent avoir une copie de cette entente-là. Moi, je suis bien prêt à penser comme vous puis que tout ça est fait de bonne foi, mais à partir du moment où on me la cache, puis on me la dissimule, puis qu'on me fait des accroires, puis qu'on me charge de l'argent pour chercher des documents qui n'ont jamais été perdus, je commence à avoir des doutes. Mais toute entente commerciale nécessairement est privilégiée. Là, on veut pas nécessairement que la concurrence sache tout. Là, mais c'est une société d'État, c'est public. Donc moi, en tant que citoyen dont les taxes servent à financer Radio-Canada, j'ai le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans les institutions que je finance en tant que citoyen. Puis je veux une copie de l'entente. Bon, Patrick Bourgeois, est-ce que dans le québécois là, il y a toujours est-ce qu'il y a des échanges de points de vue? Est-ce que vous êtes ouvert à des échanges de gens qui ne partagent pas vos points de vue? C'est de la propagande. Vous le dites, c'est de la propagande. Oui, moi, quand que ma tante Ginette prend une copie du journal Le Québécois, c'est très clair. C'est un journal qui s'affiche indépendantiste. On fait la promotion de l'idée d'indépendance. C'est efficace, ça? Comme un outil de propagande qui a une idée. Est-ce que on rejoint seulement des gens qui pensent comme nous? Est-ce qu'on ne rejoint pas à ce moment-là seulement des gens qui pensent comme nous? Ouais. Je vous dirais que si je vous faisais suivre les courriels d'insultes que je reçois à chaque jour, vous verriez qu'il y a des gens de l'autre bord qui nous suivent au quotidien. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que pourquoi parce que ces débats-là ont eu cours dans l'organisation au tout début. On se disait là, est-ce qu'on donne, parce que j'avais fait une entrevue à l'époque avec Benoît Pelletier, puis on voulait donner un peu la parole à l'autre camp pour mieux les dénoncer, certes, mais on voulait quand même leur donner la parole. Puis au fil du temps, on s'est dit non, c'est pas vrai qu'on va faire ça parce que déjà ils ont déjà toutes les tribunes. Pour nous, c'est déjà hyper difficile d'avoir des tribunes. Donc, s'il y en a une qu'on contrôle, aussi modeste soit-elle, on va la contrôler pleinement. Pourquoi c'est difficile pour vous d'avoir des tribunes?
Parce qu'on a je pense qu'on a un ton un peu grinçant, un peu écorchant. Ouais, ben justement votre style là qu'on en parle, c'est assez mitraillette votre style. Oui, puis le livre est un pamphlet. Hein. Ben oui, mais c'est-à-dire que les citations, je ne conteste aucune d'entre elles. Vous êtes historien de formation, puis ce que vous ramassez comme fait là, c'est incontestable. C'est vraiment ça que les gens ont dit et écrit comme bêtises. Mais pourquoi pas laisser parler les faits? Pourquoi êtes-vous obligé d'argumenter, d'en remettre, de charger le colonisateur, etc. Moi, je suis un citoyen en guerre, M. Laurendeau. Moi, ma vie, j'ai pris une décision il y a 10 ans et j'ai décidé que ma vie serait consacrée à la cause indépendantiste et que j'y investirais toutes mes énergies. Pourquoi vous avez pris cette décision-là il y a 10 ans? Parce que je considère que pour le peuple québécois, la seule avenue, le seul avenir acceptable et enthousiasmant, c'est l'indépendance. Et puis, étant donné que j'ai vu au fil des ans à quel point, pour plusieurs, être souverainiste, c'était comme on préfère la couleur bleue ou on préfère, c'est quasiment juste une petite décision comme ça. Puis personne s'investissait vraiment, personne travaillait comme on devait le faire pour que ça finisse par aboutir. Puis moi, j'ai dit, je vous l'ai dit, j'étais naïf à l'époque. Peut-être que je reprendrai une autre décision, mais je me suis dit, moi, j'ai le goût de me battre pour cette idée-là, j'ai le goût de tout faire pour la faire progresser. J'ai pris cette décision-là. C'est sûr que là, j'aurais pu aller travailler au Parti québécois. J'avais reçu des offres de certains cabinets à l'époque. J'aurais pu travailler au Mouvement national des Québécois puis tout ça, mais moi, je voulais pas m'embourgeoiser. Puis là, c'est un peu paradoxal de le dire avec le nom que j'ai. Mais moi, je voulais pas. Je considère que nous devons aborder cette question-là de façon révolutionnaire, parce que faire un Québec pays en Amérique du Nord, un Québec français, un pays français en Amérique du Nord, au milieu d'une mer anglophone, c'est une révolution. Pas obligé au Québec de passer par les mitraillettes puis par les armes comme certains autres peuples l'ont fait, mais je considère que le radicalisme est tout de même de mise au Québec, mais le radicalisme que moi j'ai choisi, c'est par la diffusion des idées. Je considère encore aujourd'hui que la force des mots, ça peut être encore beaucoup plus puissant qu'une carabine ou qu'un revolver. Est-ce que votre maître à penser est Michel Chartrand? Vous avez fait votre thèse sur lui? Ouais, j'ai fait mon mémoire sur les idées sociales et politiques de Michel Chartrand, il est vrai, mais je vous dirais que Michel Chartrand s'engageait davantage dans le mouvement progressiste que dans le mouvement indépendantiste, quoi qu'il était indépendantiste et qu'il l'est toujours. Disons que si on veut me trouver une parenté idéologique, ce serait plus du côté de Pierre Falardeau qu'on la trouverait. Dans votre livre, vous relevez des cas fréquents où les Canadiens anglais, dès que ça déborde un peu à leur goût, nous traitent de nazis, de fascistes, et ça revient souvent, ça c'est documenté. Mais à partir du moment où vous accumulez les faits pour démontrer que la société anglophone est intolérante, là, sans faire les nuances nécessaires, est-ce que vous ne risquez pas vous-même d'être perçu comme quelqu'un d'extrémiste, disons les choses comme ça. C'est sûr que je suis extrémiste. Moi, je suis pas nazi, je suis pas fasciste, mais je suis extrémiste dans la façon que j'ai d'aborder cette cause-là. J'en connais pas beaucoup des gens, moi, qui ont sacrifié une carrière digne de ce nom pour s'impliquer dans un mouvement politique, puis de se mettre sur pied une organisation qui lui permet d'être totalement libre, puis de dire exactement ce dont il veut. Bon, j'en connais pas beaucoup. Maintenant, vous me dites, est-ce que c'est extrémiste de présenter tout ça? Tu sais, je me rappelle. C'est un portrait noirci là quand même. Hein? Il y a des nuances qui y sont pas là. Les nuances qui sont pas. Moi, disons j'ai fait un portrait de l'extrême droite au Canada anglais. C'est sûr qu'on frappe dans le tas, mais écoutez, c'est pas moi qui les ai écrit ces choses-là. Moi, là, vous m'accusez quasiment d'avoir inventé. Je vous pose la question. Non, c'est un échange. Je vous pose la question là. Je comprends le sens de son commentaire, mais écoutez, c'est pas moi qui l'ai écrit. Toutes ces analyses-là, elles viennent du Canada anglais. Maintenant, moi, c'est sûr qu'en les mettant bout à bout, ça donne un portrait qui est pas tellement ragoûtant. Mais écoutez, c'est la réalité. Moi, je suis pas adepte de la tête dans le sable. Hein. Moi, le jeu de l'autruche, ça m'intéresse pas vraiment. Et puis en analysant ainsi le phénomène, c'est sûr. L'épiphénomène, diraient certains. Le plus grave, c'est dans les institutions.
Ouais, ben ça, mais comme je vous l'ai dit, ça, j'avais abordé cette situation-là, cette question-là dans mon essai précédent. Donc, pour celui-ci, je voulais vraiment répondre moi aux attaques parce que très régulièrement, on accuse les indépendantistes puis le Québec français d'être un nid à fascistes, hein, puis d'être des fachos puis tout ça. Puis moi, j'en avais plein de casques, comme on dit en bon québécois, fait que j'ai dit bon ben, on va démontrer comment que ça se passe de l'autre côté. Ouais. Mais là, vous me dites, c'est un épiphénomène au Canada anglais, mais au Québec, c'est quoi si c'était au Canada anglais, c'est un épiphénomène. Ici, on a Lionel Groulx, puis on a Adrien Arcan qui était financé par le fédéral. Bon, puis Lionel Groulx, on s'entend que, oui, il y a eu des commentaires parfois qui n'étaient pas très élogieux à l'égard des Juifs, mais il a quand même dit que les Canadiens français étaient les Juifs. On devait s'inspirer des Juifs, de la solidarité dont ils savaient faire preuve face à l'adversité et tout ça. Donc, si c'est un épiphénomène au Canada anglais, ça n'existe pas au Québec. Donc, alors, Patrick Bourgeois, je vous remercie beaucoup pour ça. Je vais devoir vous interrompre tous les deux. Marc, est-ce que vous voulez ajouter en 2 mots quelque chose? Non, d'accord avec ce qu'il vient de dire. On noircit le chanoine Groulx. C'était beaucoup plus nuancé ce qu'il disait que ce qu'on lui fait dire et ce que Mordecai Richler en particulier lui faisait dire. Mais quant à Adrien Arcan, hein, c'est un mauvais souvenir. Nous avons, nous aussi, nos extrémistes, de quoi rougir là. Mais il était financé par le premier ministre du Canada. Faut pas l'oublier. Adrien Arcan n'aurait pas existé sans les conservateurs et sans les libéraux fédéraux. Bon, alors je pense que lorsque vous ferez paraître votre prochain livre, Patrick Bourgeois, on pourrait continuer la conversation avec Marc Laurando. Ah ouais, c'était très intéressant. Alors, vous avez écrit donc le livre qui a inspiré cet échange, Québec Bashing, morceau d'anthologie du Lac Meech à la délirante Jan Wong, et publié aux éditions du Québécois. Vous avez écrit aussi Nos ennemis les médias, Le Canada, un État colonial, c'est le livre auquel vous faisiez référence il y a quelques minutes, et vos écrits sont publiés donc aux éditions du Québécois. Et Une fois aux Intouchables. Et Une fois aux Intouchables. Patrick Bourgeois, rédacteur en chef et cofondateur du journal indépendant Le Québécois. Merci beaucoup, Marc Laurando. Merci beaucoup, Patrick Bourgeois à Matane. Merci. Alors maintenant, on s'intéresse à Infoman. Nous avons probablement reçu des courriels. On vous demandait quels étaient vos meilleurs